Bonjour. Merci d'être venu. Tout d'abord, je voudrais, en introduction, excuser l'absence de Nicolas Bourriaud qui a eu un empêchement de dernière minute. Je vais enchaîner avec les présentations. Donc, Jean-Claude Monod, photographe. Ah, ça commence bien. Jean-Claude Monod, philosophe et auteur et cinéaste, d'où le lapsus. Et il va nous parler un petit peu de la définition du progrès en rapport de l'art. Marc Sanchez, qui travaille au Centre national des arts plastiques, qui a géré plusieurs projets très importants, que ce soit au niveau du Monumental, au Grand Palais, ou d'autres expositions, puis des expériences passées au Palais de Tokyo aussi. Et Bernard Descamps, médecin généraliste et collectionneur d'art passionné. Alors, si on peut envoyer l'image... Donc on va commencer un petit peu avec quelques exemples de production artistique contemporaine, parce que quand on parle de progrès, il faut savoir quand même que le monde de l'art est quelque chose de très organique, avec des formes multiples, diverses, variées. Et là, on va procéder un peu comme un jeu de dés, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques exemples de l'actualité extrêmement récente de l'art contemporain et essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Alors pour commencer, on va parler de Kader Attia, qui est l'œuvre du prix Marcel Duchamp. Le prix Marcel Duchamp, c'est un prix d'art contemporain extrêmement prestigieux qui vient d'être décerné. Il y a une expo actuellement des lauréats au Centre Pompidou. Et Kader Attia en est le lauréat. Et il a fait un projet qui est très intéressant sur la notion de disparition, l'amputation, la résilience. Alors il y a une vidéo qui est présentée avec... des interviews de médecins, de personnes amputées, de personnes traumatisées par la disparition d'un proche. Il y a des interviews également sur la musique dub. Et le lien de tout ça, c'est comment quelque chose qui manque est toujours vivant, quelque part. Parce que l'amputé va parler de l'existence de son membre disparu qu'il ressent, il ressent les douleurs, etc. Et puis il va avoir un neurologue qui va expliquer que cela est provoqué par des neurones miroirs. Et puis, quand on va parler de la musique dub, on va expliquer que les Jamaïcains, via les sound systems, amputaient la musique de la ligne mélodique pour garder la base rythmique. Et malgré tout, quand on l'écoute, on entend la mélodie. Et ça, c'est assez intéressant de voir cette capacité de résilience sur des formes qui disparaissent. Et là, on a un visuel d'une sculpture qui rappelle des sculptures un petit peu d'art premier. On ne sait pas si ce sont des masques. Et puis quand on s'approche et qu'on regarde de très près, on s'aperçoit que ce sont, vous savez, les objets qu'il y a dans les cartons pour contenir des objets électroniques. C'est des sortes de blisters, des formes négatives, enfin, c'est un peu le principe des boîtes d'œufs, enfin, quelque part. Voilà, je cherchais une image. Et donc c'est l'empreinte négative des objets qui manquent. Et pourtant, ils réapparaissent. Et ils prennent un statut sculptural. Alors ce qui est intéressant chez Kader Attia, c'est qu'on est en 2016 et on peut se poser la question, où est la notion de progrès dans ce genre de forme? Et c'est là que je vais questionner un petit peu Jean-Claude Monod sur cette question-là, parce qu'il est peut-être nécessaire de repréciser la définition de progrès et surtout en rapport avec l'art, en rappelant quelques bases, j'avais envie de dire. D'accord, oui, merci. Oui, au fond, bon, cette question, y a-t-il progrès en art, peut-être qu'elle peut paraître presque absurde, c'est-à-dire on se dit, est-ce que ça a un sens de penser, par exemple, si on associe la notion de progrès à l'idée de que quelque chose est meilleur qu'avant, est-ce que ça a un sens de dire que, je sais pas, Michel Houellebecq est meilleur que Homère, ou que Kader Attia est meilleur que Caravage? Bon, on voit que c'est une question un peu absurde. Mais en même temps, il y a une interrogation qui a été portée sur la transformation de l'art, des arts. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent que l'idée de progrès est une idée typiquement moderne, mais l'idée qu'on allait pouvoir transformer et peut-être améliorer certaines techniques artistiques, on la trouve dès l'Antiquité, on la trouve dès Aristote, par exemple, ce grand philosophe grec, qui, dans la politique, dit, bon, au fond, l'art... Alors, c'est vrai que c'est un mot, en grec, c'est techné, qui désigne à la fois
en un sens l'art, l'artisanat, la technique et l'art médical. Par exemple, il évoque l'art médical en disant on peut penser que l'art médical, la techné, va s'améliorer. De même, on peut penser que l'art de construire des bateaux va s'améliorer. Donc pourquoi pas imaginer que l'art de faire des belles statues va lui aussi s'améliorer. Alors ce qui nous gêne un peu avec cette idée, c'est que justement pour nous, maintenant, dans la modernité ou post-modernité, je ne sais quoi, l'art c'est quelque chose qui est différent de la technique et ça ne repose pas sur des recettes. C'est-à-dire on se dit, ça ne peut pas s'améliorer ou progresser comme progresse la technique. Il y a une part d'imprévisibilité, on ne peut pas appliquer des modèles ni les perfectionner. Il y a une part d'imprévisibilité, ce qu'on a appelé à un moment le génie, quelque chose qui intervient, qui rompt le cours ordinaire et linéaire de cette histoire et qui fait surgir du nouveau. Alors, dans cette perspective, on peut se dire, voilà, le progrès, il faut peut-être écarter l'idée du mieux qu'avant, mais en tout cas, il y a une question pour l'art qui est celle du nouveau, de la nouveauté. C'est-à-dire, c'est presque intrinsèque à notre vision de l'art qu'il faut qu'il avance. Comme disait Rimbaud, il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné, c'est-à-dire faire un pas de plus, aller plus loin. Et Rimbaud disait d'ailleurs qu'il fallait en finir avec la vieillerie poétique. Et je pense qu'il y a toujours un mouvement comme ça dans l'art où on se dit il faut renouveler les formes, trouver autre chose et donc inventer autre chose. En tout cas, c'est une part de l'art et c'est un moteur de l'art aussi, bien sûr, l'invention de nouveautés. Alors ensuite, il y a la question de savoir est-ce qu'on peut décrire quelque chose comme un progrès, une avancée et finalement un certain sens de l'histoire de l'art. Il y a des histoires de l'art très qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un but et on se rapprocherait de ce but. Il y a une interprétation classique que je trouve intéressante, mais qui est très contestable de cette histoire. C'est celle d'un célèbre critique d'art américain, Clement Greenberg, qui dans les années 40-50 a dit finalement il y a un mouvement dans l'art contemporain qui consiste à s'épurer de tout ce qui n'est pas vraiment de l'ordre de son médium, de son propre moyen. Par exemple, la peinture s'épure du souci de ressemblance avec la nature, avec des objets, et elle se concentre sur sa propre texture, sur ses propres moyens, sur sa propre couleur, et donc l'art abstrait devient en quelque sorte la quintessence de la peinture. Et donc il y a un progrès qui est le progrès de la modernité, qui est la concentration sur le médium propre, et on pourrait retrouver peut-être dans la musique, dans la littérature, je ne sais pas, Mallarmé, on ne comprend rien, c'est du jeu avec le langage, et du coup ça fait ressortir vraiment peut-être l'essence de la poésie. Mais bon, c'est évidemment très linéaire, alors qu'on voit que dans l'art aujourd'hui, et depuis longtemps, il y a aussi tout un mouvement, et on le voit avec cette œuvre par exemple, où on réinvestit des formes anciennes, on joue avec elles, on les transforme. Alors parfois on dit que c'est plutôt postmoderne que moderne, c'est-à-dire on rejoue toujours, on utilise toutes les ressources du passé pour faire des formes mixtes, pour faire des formes inédites, pour inventer du nouveau, mais en le recomposant à partir de l'ancien. Et donc ça, il me semble, c'est quand même un mouvement presque, au fond, qui est presque permanent, mais qui est aujourd'hui très, très prononcé, qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir une impression de dispersion. On ne sait pas s'il y a une unité de l'art contemporain, on a l'impression que ça peut aller dans toutes sortes de directions, mais il y a en tout cas toujours, je crois, ce souci très important de la nouveauté et aussi de capter des expériences du présent. Valérie faisait allusion à l'aspect politique, c'est-à-dire aussi à rendre compte d'expériences, d'événements récents. Rendre compte aussi des effets, par exemple, de la science ou de la technique sur l'art contemporain, comment la technique, au sens là de la technologie, transforme l'art contemporain, comment l'art peut intégrer des nouveautés intellectuelles, des nouveautés scientifiques. Et là, je crois qu'on a aussi un principe de novation qui n'est pas arbitraire, qui est quelque chose qui participe de la tâche de l'art. C'est aussi de rendre compte du présent et de se transformer au contact des nouveautés du présent. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un autre projet qui vient de se concrétiser là, le 13, la date anniversaire de ce fameux traumatisme français. Un projet par Kader Attia qui s'appelle La Colonie, qui est un lieu qui a ouvert au 28 rue Lafayette, en plein 10e, et qui a pour projet de réinvestir une forme d'agora. Les premiers invités, c'était Bruno Latour. Après, il y a eu Martha Rosler, qui est une artiste américaine extrêmement importante. Et puis, il y a différentes performances. Il y a différents théoriciens qui passent, qui expliquent un petit peu quels sont les contextes sociétaux aujourd'hui.
Et quelque part, on voit là une réinvention d'une politique culturelle. Alors la question que j'ai envie de poser à Marc Sanchez, parce que quelque part, la France est un des pays, j'allais dire, des plus évolués en termes de politique culturelle à travers le monde, parce qu'on a différents outils d'État qui soutiennent la création contemporaine, et beaucoup plus qu'ailleurs. Je vis à Hong Kong, c'est quasi inexistant dans ce pays, et ça se fait tout par le biais du privé. Donc aux États-Unis, c'est pratiquement pareil. Donc on voit qu'il y a quand même une différence énorme, et bizarrement, dans un pays où il y a tous les moyens, on voit des artistes qui ressentent la nécessité de réinvestir ce champ-là. Alors je voulais un petit peu te questionner sur cette question de la politique culturelle et de son contexte en France. Et est-ce qu'il y a un progrès dans la politique culturelle depuis plusieurs années? Est-ce qu'elle est moteur de progrès aussi, quelque part, dans les formes artistiques ou pas? Est-ce qu'elle peut conditionner une forme d'expression ou pas? Enfin, c'est une vaste question, mais en termes de politique culturelle, je dirais qu'il fait partie des missions de l'État que de proposer un progrès dans l'ensemble de ses propositions, d'une manière générale, en termes de politique culturelle. Et là, quand je parle de progrès, je parle d'une amélioration de l'existant. C'est-à-dire faire en sorte que les choses avancent, que les choses évoluent, qu'ils se comportent d'une manière la plus adéquate par rapport aux paramètres de l'époque, par rapport aux données du présent, par rapport au travail des artistes, par rapport aux pratiques culturelles qui, comme on le sait, évoluent en permanence et très très vite au XXe siècle et au XXIe siècle. Donc il fait partie des missions non négociables de l'État que d'être dans une position de progression de ses propositions. Et on en voit, comme tu le disais, en France, un certain nombre d'exemples, on en voit un peu partout, des réussis, des moins réussis, et parfois on voit également des exemples inverses, des positions qui seraient plus frileuses, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, ou à l'inverse, plus inventives et qui vraiment envisagent le présent et le futur avec prospective et construction. Pour revenir au cas de Kader Attia, Kader Attia est un artiste et je pense que sa proposition qu'il a intitulée La Colonie, ce lieu qui vient d'ouvrir à Paris, est extrêmement intéressant parce qu'elle montre, c'est un cas d'étude je dirais, elle montre comment un artiste peut aussi intervenir en faisant des propositions ailleurs que sur son propre travail. Je dirais qu'il est là aussi normal, non négociable, voilà, ce que je l'ai dit tout à l'heure, qu'un artiste propose un regard qui soit une transcription d'une certaine idée du progrès dans son travail. C'est ce que tu appelais tout à l'heure le nouveau, ou qu'il participe en tout cas d'une certaine évolution du monde à la faveur de ce qu'il propose en tant qu'œuvre d'art, en tant que travail. Mais là, dans La Colonie, ce n'est pas son travail d'artiste qu'il propose, c'est une intervention sur le contexte qui permet, à un moment donné, de faire avancer les choses pour lui. C'est-à-dire de proposer quelque chose qui n'existe pas. Un lieu de rencontre, un lieu de discussion, formaté comme il le souhaite. C'est un bar, c'est un endroit extrêmement simple, avec des tables que l'on peut occuper pour boire un verre, ou bien que l'on peut déplacer pour écouter une conférence, le conférencier étant lui-même assis sur l'une des tables. C'est un lieu de très très grande liberté de programmation, d'invention, de manipulation des idées et de débat. Et ça, selon lui, c'est ce qui peut manquer. En tout cas, il a envie d'intervenir et de participer sur ce territoire-là pour faire une proposition qui permette de provoquer peut-être des discussions nouvelles, des débats nouveaux. Et en ça, il participe activement. Alors, ce sont des gestes rares.
Ce sont des gestes qui demandent un véritable investissement parce que ce lieu est financé avec ses deniers personnels et Kader Attia n'est pas un artiste riche qui pourrait se permettre de faire ça comme ça sans que cela lui coûte réellement. Donc c'est un véritable investissement et on pourrait même dire, puisque maintenant dans le domaine de l'art contemporain, il est parfois difficile de cerner le territoire très exact qu'occupe une œuvre. Vous savez qu'il y a des artistes dont l'œuvre est leur comportement, l'œuvre est leur propre corps, l'œuvre est ce qu'ils vivent. D'autres artistes proposent des œuvres qui sont ce que le public vit. Il y a en ce moment une exposition d'un artiste qui s'appelle Tino Segal au Palais de Tokyo, où il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'œuvre, ou en tout cas, il n'y a pas d'œuvre au sens traditionnel du terme, au sens où l'on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire venir quelque part pour voir un objet qui est proposé à la vue ou une situation. En tout cas, là, ce qu'il propose, c'est une situation. Mais la situation, il l'a fait vivre au public. C'est le public qui, en visitant l'exposition, où il n'y a rien à voir, donc, mais où il y a à rencontrer, où il y a à réfléchir, où il y a à manipuler et être manipulé par des sensations nouvelles. Et je ne vous en dis pas trop volontairement parce que le souhait de l'artiste est que lorsque l'on visite cette exposition, eh bien, on ne sache pas ce que l'on va trouver. Donc il faut que je m'arrête de vous donner des détails sur ce projet, sinon il ne va pas être content. Donc l'œuvre d'art peut prendre des formes extrêmement variées et nous verrons si dans les mois ou dans les années à venir, Kader Attia décide de situer ce lieu, qu'il appelle donc la colonie, sur le territoire de sa propre création artistique, s'il décide d'en faire une œuvre d'art, ou bien si c'est un territoire complémentaire qu'il investit et sur lequel voilà, il donne son idée de ce que pourrait être un progrès dans la manipulation des idées autour de la question de l'art. Oui, d'autant plus que Kader Attia a investi quelque part un champ politique parce que dans la génétique de ce projet, il a déclaré à l'heure où le djihadisme se développe en périphérie de nos villes, il est important d'instaurer une alternative de pensée et d'être force de proposition et de quelque part de soigner. Et on rejoint quelque part le travail Kader Attia, ce que je parlais tout à l'heure de la résilience, de l'amputation, etc. Il y a toujours une notion de réparation, de soins, et là, quelque part, la colonie fait ce travail-là sur la société. Et c'est dans son intention première. Donc, il y a une grande proximité entre ce domaine extra-artistique et son propre travail. Au niveau conceptuel, il y a quelque chose, on voit très bien que ça vient de la même personne et qu'il y a les mêmes réflexions qui courent sur d'autres formes. Et justement, sur la question d'interaction du politique, je voudrais parler d'un autre artiste dont on voit l'œuvre ici, qui s'appelle Mauricio Cattelan, et qui fait l'actualité parce qu'il y a une grande rétrospective de ses œuvres à la Monnaie de Paris. Et alors, pour vous expliquer ce qu'est cet objet, vous remarquez que ce n'est pas tout à fait un doigt d'honneur, c'est une main dont les doigts ont été arrachés et amputés, et il ne reste que le majeur qui résiste. Alors, ça se situe devant la Bourse de Milan, et pour vous expliquer l'origine de cette œuvre qui a été produite en 2010, qui s'appelle Love, ce sont les gens de la bourse qui l'ont commandé, mais ils n'avaient pas de vision sur l'œuvre qui serait livrée. Et je ne vous dis pas le choc quand elle a été dévoilée. Mais alors après, il y a eu un phénomène extrêmement cynique. C'est-à-dire qu'il y a certains traders qui trouvaient ça génial parce que quelque part, c'est ce qu'ils pensent du monde. Et j'en connais quelques-uns, ils ne sont pas loin de ça. Et pour revenir sur le propos de Mauricio Cattelan, en fait, c'est le symbole de la résistance. C'est-à-dire c'est la main de la résistance, elle est harcelée, on lui arrache les doigts, mais il y en a un qui résiste parmi d'autres, c'est celui-là. Et je trouve que c'est un geste politique quelque part. On voit que c'est dans la logique même de la commande faite par une institution privée, il y a une critique qui est instaurée et une sorte d'ironie, de gifle qui est donnée au pouvoir. Alors après, on peut dire, oui, est-ce que... dans quelle mesure c'est une gifle ou pas? Est-ce que c'est une pitrerie? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est le champ des possibles qui sont là, qui questionnent, et malgré tout, tout le monde réagit face à ça. C'est-à-dire quand cette sculpture est arrivée dans l'espace public, les Milanais ne savaient pas trop quoi en penser. C'est un ovni, et ils se sont demandé pourquoi il y a ça, juste là, à la place de la finance, pour traduire le terme italien. Et voilà. Alors pour vous expliquer un peu une autre œuvre de cet artiste, et j'aimerais bien avoir
l'opinion de Bernard Descamps, le collectionneur là-dessus, ça s'appelle Ave Maria. On vit une époque un petit peu dure, on va dire, et ça a été fait en 2010, et quelque part, on peut retrouver ce genre de choses dans l'histoire de l'art récente, et je serais ravi que tu nous en parles, Bernard. Oui, pour moi, l'artiste la réinitialise ce qui a déjà, à mon avis, été fait chez les actionnistes viennois, Otto Moule, Hermann Nietzsche. Et, plus fort, plus près le micro. Oui, oui. Oui, je disais, l'artiste, il réinitialise, à mon avis, des performances qui ont été faites auparavant par les actionnistes viennois. C'est une provocation, bien entendu, c'est le langage de Mauricio Cattelan. Oui, il y a Anselm Kiefer qui faisait le salut hitlérien. Anselm Kiefer, bien entendu. Joseph Beuys aussi. Ouais. Donc il y a quand même dans ce rapport aux politiques, il y a quand même toujours des résurgences de formes récurrentes qui reviennent à différentes périodes. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure d'évolution et de progrès. Et là, par exemple, entre le salut hitlérien sur la porte de Brandebourg de Anselm Kiefer, qui est une sorte de critique du nazisme passé, parce que je crois qu'il est fils de nazi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, il a un compte oedipien à régler avec ça, assez violent. Et donc, c'est un geste très radical, très choquant, mais à la fois, ça replace quelque part, parce qu'il y avait une négation après-guerre avec l'Allemagne qui était tournée vers le futur. Et en tant qu'artiste allemand, dans la fin des années 60, où on est en plein boom économique, ça lui paraissait extrêmement important, d'une façon violente, de rappeler la génétique de cette économie. Parce que des boîtes comme Siemens, comme Porsche, comme Bauer, comme tant de boîtes qui avaient collaboré avec le régime hitlérien, qui renouvelaient l'économie après-guerre de l'Allemagne, ça le perturbait un petit peu, quoi. Donc finalement, on voit que là, c'est assez typique, c'est-à-dire que les formes mutent, il y a des mutations, il y a différents inputs, c'est-à-dire il y a différentes sollicitations qui provoquent ce genre de réaction, et on arrive à ce Ave Maria de Cattelan. Et Ave Maria, c'est allusion aussi à la montée des religions et des radicalismes religieux en notre époque, et c'est une façon assez provocatrice et violente de faire un parallèle avec une histoire passée. Et donc on voit bien qu'il y a cette idée de renouvellement, de mutation, et on revient sur la notion d'organisme, enfin, la notion organique de l'art. Mais pour moi, le fond est le même. Ouais. La forme a changé. Très bien. Peut-être si je peux dire un mot. Oui. Ah non, vas-y. Vas-y. Je t'en prie. Non, mais je pense que ça peut susciter justement une réflexion et une interrogation, parce que parfois il y a une perception assez négative de l'art contemporain qui est perçue presque au fond comme une sorte de routinisation de la provocation. C'est-à-dire, il y a l'idée que l'art contemporain a renoncé d'une certaine façon à une part de l'art dont parlait Baudelaire encore en disant il y a une part qui s'attache au contingent, aux fugitifs, à la mode, au lait, etc. Mais il y a une autre part qui vise plutôt l'éternel, le beau, etc. Et l'art est en tension entre les deux. Et parfois, il y a une perception de l'art contemporain qui dit finalement l'art contemporain a complètement investi le contingent, le fugitif, le lait, la provocation, et a renoncé à la dimension peut-être un peu idéalisante, vers le beau, etc. Et la provocation, il y a parfois la perception que l'art contemporain est complètement, finalement, se sent obligé d'être dans la provocation, mais d'une provocation qui maintenant est en quelque sorte subventionnée. Il y a un texte fameux qui dit subversion et subvention, que presque donc il y a une commande de subversion qui ruine un peu de son sens le geste subversif. Et peut-être tu pourrais aussi... Tout à fait. Et c'est ce à quoi je faisais allusion sur le rapport avec la finance. C'est-à-dire que finalement, il a une commande d'un pouvoir financier, et la réponse... il savait plus ou moins à quoi s'attendre, parce qu'on ne fait pas appel à Mauricio Cattelan et on n'accepte pas d'être aveugle sur l'œuvre qui sera produite aussi naïvement que cela, quoi. Donc, à mon avis, les fameux financiers s'attendaient à quelque chose, mais pas à ça. Et c'est là-dessus qu'a joué Mauricio. Moi, je voudrais rebondir là-dessus pour
naturellement, on peut poser la question traditionnelle, mais est-ce que c'est de l'art ? Et si on décide que c'est de l'art, ou en tout cas l'artiste ayant décidé que c'est de l'art, on est obligé de le suivre, en quelque sorte. Est-ce que c'est intéressant pour dire les choses extrêmement simplement. Et moi, on me pose très souvent une question. On me dit, mais qu'est-ce que c'est l'art contemporain ? Et donc, ce n'est pas une question. Enfin, c'est une question intéressante parce que il y a plusieurs manières de répondre à cette question extrêmement basique. Et je crois que l'une d'entre elles rejoint le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Et je vais essayer de m'en expliquer clairement et simplement. Dites-le moi si je n'y arrive pas. On pourrait dire que l'art contemporain est l'art qui se fait aujourd'hui, puisque ce qui est fait aujourd'hui est contemporain, et une œuvre d'art, c'est un objet ou quelque chose réalisé par un artiste. Donc un artiste qui crée une œuvre aujourd'hui, c'est donc de l'art contemporain. Eh bien, la réponse est non. En tout cas, à l'analyse des formes de développement qu'a pris l'art contemporain au cours du XXe siècle et aujourd'hui, du XXIe siècle, on est obligé de répondre non. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi eh bien, tous les artistes qui créent des œuvres aujourd'hui ne sont pas tous traités de la même façon, ne sont pas tous achetés par les collectionneurs, ne sont pas tous collectionnés dans les musées, ne vendent pas tous leurs œuvres à des prix importants, ne font pas l'objet de comptes rendus dans les revues d'art, etc. Donc qu'est-ce qui provoque cette sélection ? Et donc on me pose souvent cette question, pourquoi un artiste vous intéresse-t-il ? Pourquoi ça c'est de l'art contemporain et ça c'en est pas ? On peut répondre d'une manière un peu caricaturale, hein, mais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On peut répondre que l'artiste contemporain est celui qui décide d'inscrire le travail qu'il fait, l'œuvre qu'il fait, dans un débat qui prend en compte l'ensemble de la situation de l'art depuis ses origines et l'ensemble des propositions, l'ensemble des réponses qui ont été portées et qui décident à un moment donné, et c'est là où il faut être très très ambitieux pour faire de l'art contemporain, il décide d'y apporter sa propre réponse en tentant d'être nouveau ou de faire quelque chose de nouveau, comme tu le disais tout à l'heure, ou bien en tentant tout au moins d'être pertinent dans ce débat et de faire avancer ce débat peut-être d'un minuscule pas, et peut-être pas, et surtout pas d'ailleurs d'une manière linéaire. C'est pour ça qu'on a l'impression que les réponses sont données un peu dans tous les sens, parce qu'on est sur le territoire de la liberté complète de l'artiste, dans la façon d'y apporter sa réponse. Et donc, lorsque un artiste décide d'inscrire sa création dans ce débat-là, eh bien, on peut considérer qu'il apporte sa propre réponse et que cette propre réponse, elle peut être jugée à l'aune d'un discours critique sur la pertinence de cette réponse. Et si cette réponse est jugée pertinente, eh bien, à ce moment-là, on peut le rattacher à quelque chose qui a une forme de mouvement, bien qu'il ne soit pas très organisé, qu'on peut appeler l'art contemporain. Et donc, cela laisse de côté tous les artistes qui créent des œuvres extrêmement respectables, mais en ne décidant pas de les inscrire sur ce territoire-là. Les personnes qui font alors, qu'est-ce que c'est les œuvres qui ne s'inscrivent pas sur ce territoire-là ? Là aussi, vaste débat. Mais en tout cas, ce seraient des personnes qui ne décident pas de rentrer dans cette problématique-là, qui ne se soucient pas de produire, par exemple, des formes qui sont représentatives d'une réflexion que l'on relierait à une autre époque, à d'autres moments. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, peindre un paysage ? Est-ce que si on peint un tableau qui représente un paysage, est-ce que c'est de l'art contemporain ou pas ? Eh bien oui ou non. La réponse n'est pas dans le sujet ou dans l'objet produit, elle n'est pas dans le paysage, elle est dans l'attitude de l'artiste sur la façon qu'il a de positionner sa réflexion et son action par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc ce paysage, si l'artiste y répond de cette manière-là, et encore une fois d'une manière pertinente, eh bien ça devient une œuvre intéressante, achetée par les critiques, montrée par les musées, qui a une valeur commerciale, que les collectionneurs achètent, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, eh bien elle est laissée un peu de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'intérêt, ça veut dire qu'elle n'est pas située sur ce champ-là. Voilà. Et donc je trouve que ma réponse, y a-t-il un progrès en art ? Je dirais qu'il n'y a pas d'art sans progrès. Pas d'art contemporain, pardon, sans progrès. C'est-à-dire que pardon si c'est un petit peu caricatural, mais pour moi, cette notion-là
de cette invention, de cette pertinence de réponse que se doit d'apporter l'artiste, et ce qui le situe donc dans ce domaine-là, eh bien, ça s'appelle le progrès en art. Justement, à propos de progrès, il y avait un complément dans le postulat de cette conférence qui disait, à l'heure de l'intelligence artificielle, de Facebook, d'Internet, du big data, là, nous avons un artiste qui s'appelle John Raffman. C'est une pièce qui est intitulée I'm Alone, Not Lonely. Rien que le titre résume déjà la situation de l'internaute. Il est seul sans être seul. Quand vous êtes assis devant votre ordinateur sur Facebook, vous êtes seul, mais vous êtes accompagné virtuellement, on va dire. Et finalement, là, il nous fait une installation à la Biennale de Berlin où on est dans un environnement très, comment dire, limite trash, mais totalement achrome. Et les seules couleurs qui sont là, c'est dans l'image mouvement, c'est dans la vidéo, c'est dans dans les vidéos, et tous les objets sont momifiés, que ce soit les consoles, les chaises, etc. Tout est pétrifié. Et je trouve que c'est une pièce assez intéressante par rapport à ça, parce qu'elle prend en compte, j'aimerais bien avoir ta réaction Bernard là-dessus, c'est qu'elle prend en compte quelque part une réalité technologique qui nous impacte tous pour en faire une proposition plastique qui nous parle. Oui, on en avait parlé. Pour moi, effectivement, quand je l'ai vu, un artiste que je ne connaissais pas, mais bon, ça me faisait évoquer effectivement les installations de Edward Kennels. Hein. On est dans ce propos-là. Donc pour moi, effectivement, il réinitialise des choses ou des performances qui ont été faites avant. Hein. Oui, c'est vrai, parce que, alors pour expliquer qui est Kennels, Kennels est un artiste américain des années 60-70 qui utilisait des objets de rebut pour faire des installations qui sont très loin de ça, mais disons des environnements avec, qui étaient très violents. Ça crée des situations assez traumatiques, j'ai envie de dire. Assez trash avec l'odeur. Avec l'odeur, avec la matière, avec la dégradation organique, avec... Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout a changé dans Kennels. Oui. On n'a pas de chaise de gynéco, on n'a pas de lampe électrique, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de canapé victorien, on n'a pas... Non, on a des chaises Ikea, on a des posters sur les murs et on a des consoles partout et un pouf. C'est l'intérieur du 21e siècle. Et des écrans plats. Donc... on arrive on voit que quelque part, la psyché, c'est ce que disait Lacan, c'est qu'il n'y a pas de progrès dans la psyché, mais quelque part dans les formes, on peut trouver un progrès au travers de l'outil qui est utilisé, parce que là, on est dans la réalité virtuelle, on est dans les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, je voudrais montrer une autre pièce de lui qui est assez terrible. C'est une vidéo qui compile quelque part... alors, je vais faire une petite manipulation, vous m'excusez, je change d'écran. Et je vais lancer la vidéo. Alors cette vidéo, elle est réalisée comment ? En fait, il a récupéré tout ce qu'il y a de pire en vidéo sur YouTube. Mais vraiment ce qu'il y a de pire, d'insupportable. Et donc vous avez, là on retrouve Kennels, c'est-à-dire on revient dans des images extrêmement trash de personnes complètement bourrées dans les fêtes, où on leur gribouille le visage avec des feutres. Et c'est une imagerie extrêmement violente et pourtant c'est du réel. C'est ça qui est troublant. C'est une sorte d'investigation anthropologique de tout ce qui est de plus abject chez l'humain en rapport avec la technologie. Parce qu'on a une vision quand même de la technologie très aseptisée, avec les beaux objets d'Apple, etc. Mais dans l'usage quotidien, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, quoi. Enfin voilà, c'est complètement régressif, c'est complètement trash, violent. Alors je vais essayer de tourner ça pendant qu'on discute, mais ça devient un ovni. C'est-à-dire que finalement, l'artiste révèle quelque chose qui n'est pas forcément évident aux yeux de tous. Il déchire le voile de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Et on s'aperçoit qu'il y a une imagerie extrêmement kitsch, extrêmement... et quelque part, c'est le langage propre d'Internet. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une forme totalement nouvelle. Même la voix off,
c'est la voix de Siri. I'm a caregiver to my mother, and it is Oui, not moi, je an pense- easy job. Ouais. On peut dire que ça, si I tu feel voulais, so non frustrated at que times. ça illustre bien ce que disait Marc sur le fait que c'est un art très réflexif, c'est-à-dire ça réfléchit à notre situation, enfin à notre situation par rapport ici aux médias en continu, à Internet, etc. Et évidemment, ça introduit aussi un point de vue critique simplement par la sélection de ces images, et donc une forme de distance critique. Et c'est intéressant aussi le précédent que tu montrais de Raffman, c'est-à-dire cette image au fond, où la vie vient uniquement des écrans en quelque sorte et tout est mort autour, ce qui est une sorte de description éventuellement d'une vie complètement captée par les écrans aujourd'hui, une vie qui est happée par les nouvelles technologies. Et le titre même me rappelait un ouvrage d'une sociologue américaine où là ça devient de plus en plus trash, c'est ça? Je sens des frémissements dans la salle. Ça monte en charge. D'accord, ça monte en charge. Bon, ça va être absolument terrible. Un ouvrage d'une sociologue, c'est une danse, on ne sait pas. Un ouvrage d'une sociologue américaine sur les générations formées complètement à Internet. C'était Alone Together, c'est-à-dire seul ensemble. Là, qui a un autre aspect, c'est le fait que, là, par exemple, tout le monde est autour d'une table, mais tout le monde est en train de regarder son portable. Donc, il y a cette dimension de réflexion critique sur les images, sur l'inscription de l'artiste dans un univers d'images dont à la fois il participe, puisqu'il l'utilise aussi dans son propre art, et en même temps qu'il soumet à un regard critique. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi comme illustration peut-être de cette contemporanéité. Tu veux peut-être dire un mot, Non, Marc? ça va. Bon. Je suis encore sous le choc de la vidéo. Je laisse terminer Il y a la sur pastèque cette séquence maintenant. sur la pastèque qui est pas mal du tout. Après, on passe à autre chose. Je vous laisse voir. Va y arriver. Ah, va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver? Ah, on sait pas. Alors justement, alors pour expliquer un petit peu qui est John Raffman, c'est un artiste qui est apparu sur la scène internationale de façon très spontanée. On qualifie, c'est l'un des leaders du mouvement post-internet. La première exposition de la scène post-internet a été faite à l'Institut suisse de Milan et elle était curatée, si je peux me permettre ce terme, par un autre artiste qui est un précurseur de tout ça qui s'appelle Mitos Manetas, qui est un artiste grec. Et j'étais invité, moi-même je ne me suis pas présenté, je suis artiste contemporain et je suis actif sur cette scène, la première génération, et on était exposés ensemble. Et donc c'était quand même, pour expliquer un petit peu ce que tu disais sur Clement Greenberg, c'est-à-dire que si je fais référence à ma génération, le rapport qu'il avait avec Internet était un rapport extrêmement aseptisé, extrêmement conceptuel. Il y a une sorte de notion de purification au rapport du média, et c'est vrai quand on regarde rétroactivement, la deuxième génération qui est née dans les années 80 et qui a grandi avec Internet produit ce genre de choses, et on n'est pas du tout dans l'aseptique, dans la purification, on est au contraire dans la contamination, dans l'organique, dans le rapport au corps, et un rapport extrêmement violent, parce que là, on a toute la violence des images, parce que l'on voit passer des images, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la high and low culture dans ces vidéos. On voit des maîtres classiques avec les horreurs de la guerre, les martyrs, etc., passer en mode Google Images, et en même temps, on a une réalité quotidienne qui est tout aussi violente, presque, qui sont des jeunes qui filment avec leur portable leurs performances, comme celle-là, ou comme l'autre type qui se croit extrêmement intéressant en claquant une pastèque contre ses cuisses. Et donc, ce layer de la réalité devient quelque chose de très hétérotope, quelque part, très hétérogène, assez terrible. Et en plus, pour revenir sur l'œuvre où tout est brûlé, I'm alone and not lonely, ça questionne aussi l'isolation de l'individu dans ce monde hypermédiatique. Je ne sais pas si tu veux rebondir un petit peu. Oui, non, moi, je m'étais intéressé, moi aussi, j'avais écrit un livre sur les transformations de l'écriture à l'époque ce qu'on appelle un peu le tout message, où on écrit tout le temps des messages. On a dit parfois que l'écriture allait disparaître, mais finalement elle se démultiplie sous d'autres formes. Et il y a des artistes justement contemporains qui se sont emparés aussi de ces formes,
Je pense notamment à Sophie Calle, dont je crois notre amie a collectionné aussi certaines pièces, qui avait fait un dispositif que je trouve très intéressant, où elle avait reçu, non pas une lettre de rupture, mais un mail de rupture de son amant, disons, et qui finissait par prenez soin de vous. Bon, c'était dit en termes délicats, et il se vous voyait visiblement, mais c'était quand même un mail de rupture, ce qui est quand même très, très sec. Et donc elle a dit, bon, bah oui, je vais prendre soin de moi, je vais faire commenter ce mail par 107 femmes, qui sont très variées, qui peuvent être chasseuses de tête, danseuses, performeuses, exégètes talmudiques, etc. Et je vais en faire une exposition, je vais en faire un livre, donc je vais prendre le temps de la rupture, comme elle dit, c'est-à-dire, voilà, et en même temps jouer avec cette forme de la lettre, la reformuler, la rejouer indéfiniment. Et je trouve que là, on a quelque chose d'intéressant aussi dans l'usage comme ça d'un nouveau média, donc le mail, qui est en même temps tourné en dérision et qui est en même temps intégré comme un élément de l'art contemporain. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le fait qu'un artiste utilise les moyens de son temps soit un signe de progrès? Je pense que c'est un des éléments du renouvellement des formes. Après, Voilà. est-ce que c'est un signe de progrès en tant que mieux? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sans doute une exigence pour tout artiste d'intégrer quand même les nouveaux médias au sens très large, le fait qu'on est immergé aussi dans un univers technique, dans un univers qui façonne notre façon de regarder, de penser, d'écrire. Et pour répondre à cette question, ça tombe bien, on a ici une œuvre de Petra Kortright, qui est une autre artiste de la génération de John Drafman et de ce qu'on appelle la génération post-internet, qui elle fait des peintures digitales. Alors c'est quoi les peintures digitales? Elle utilise Photoshop avec des milliers de calques et une tablette. Et elle dessine avec la tablette, parce qu'aujourd'hui vous avez avec Photoshop, vous pouvez faire de la peinture, vous prenez un stylet et vous pouvez, d'ailleurs c'est la pub iPad, hein, vous pouvez faire des traces de pinceau de toutes les couleurs, mélanger les couleurs, simuler des textures, etc. Et le résultat plastique, c'est cela. Voilà. Elle fait des peintures abstraites. Et pour elle, sa grande référence, c'est Monet. C'est Monet, elle raisonne en disant j'essaie de retrouver une sorte de fraîcheur qu'avait Monet avec le digital. Que Monet avait avec les nymphéas, pardon, avec les digital. Et finalement, quand on regarde sa peinture, on se dit cette artiste, si elle avait fait ça avec de l'huile sur toile, je ne suis pas sûr qu'elle aurait percé. Parce que finalement, c'est des formes extrêmement conventionnelles au niveau pictural. On a énormément d'exemples dans le passé. On a Joan Mitchell, qui était elle aussi inspirée par Monet. On a tous les abstraits expressionnistes. On a un petit peu de Pollock, on a un petit peu de Motherwell, un peu, ouais, voilà. Donc, on a quand même un sacré melting pot d'un héritage. Mais néanmoins, on a une peinture qui n'en est pas une, parce que c'est imprimé sur aluminium, non, polyester. Voilà, c'est imprimé sur polyester. Donc c'est complètement plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de toucher. Le geste est visible, mais tout est évanescent. Parce que finalement, on n'a qu'une image. C'est une peinture image. Et ça, c'est intéressant. C'est la rupture, elle est là, elle n'est pas dans le sujet. Elle est dans l'ontologie même, dans l'iconologie de la dite peinture. Et ça, c'est un autre moteur. Alors, est-ce qu'on parle de progrès ou de mutation? Et ça, je peux montrer d'autres exemples. Moi, je connais un autre artiste qui fait des travaux qui sont assez proches de ça. Et j'avais l'occasion d'en parler hier avec lui, d'ailleurs. C'est, par exemple, une façon de travailler la peinture, ou en tout cas le dessin, ensuite l'imprimant au moyen d'une imprimante, de façon à gommer tout un ensemble. Alors, cet artiste, vous avez de la chance, il est là, c'est Valérie Granchet. Tu peux peut-être nous dire deux mots de ce travail-là, de comment... Oui. Le dessin lui-même est un dessin, je dirais, assez classique, mais le traitement par la machine permet d'arriver à un autre univers de forme, et en tout cas à traiter la question autrement. Voilà, je parlais de ça, par exemple. Bon. Oui, tout à fait. Ça s'appelle steam. Alors steam, en anglais, ça veut dire vapeur. Et ce que je t'ai expliqué hier, ce qui m'intéressait, c'est pas tant le sujet de l'image, parce que c'est un mode d'expression, disons, abstraction lyrique, avec différentes techniques, du draping, du brush stroke, du graphisme, etc. Il y a
une certaine recherche d'harmonie au niveau couleur-composition, mais même pas, parce que c'est inconscient, c'est fait très rapidement, c'est dans un mode d'automatisme. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est comme je disais hier, le processus, c'est-à-dire que finalement, ce que je disais au sujet de Petra Kortreit, qui elle essaie de rejoindre une pictorialité, moi je pars en sens inverse et j'essaie de revenir sur cette ambiguïté entre la main et l'imprimante. Voilà, de chercher le mot. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on fait ça sur son téléphone portable, parce que celle-là, elle a été faite dans le métro sur un Samsung, et je peux l'imprimer par 4 mètres par 3. Et aujourd'hui, la technique permet cela, c'est-à-dire que finalement, on a un lien entre l'inconscient et la main qui est complètement matérialisé par la technologie. La technologie devient un prolongement de la main. Et c'est ça qui est intéressant, et j'appelle ça Steam parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport entre la peinture et l'image, c'est une peinture évanescente, j'ai dit. C'est quelque part comme la vapeur, le rapport de la vapeur métaphoriquement avec l'eau. L'eau, elle est solide, elle a une matière, et puis elle peut être immatérielle, c'est de la vapeur, on la sent, elle est humide, mais elle n'a pas de texture. C'est comme la cuisine moléculaire. Parce que hier, on a eu une expérience assez intéressante. Quelque part, si je peux me permettre cette métaphore culinaire, parce que c'est exactement la même chose pour les peintures à l'impression de jet d'encre, parce que ce sont des petites buses qui pulvérisent des micro-bulles d'encre sur un support pour reproduire des traces qui seraient des traces de pinceau ou de draping, alors que ça n'en est pas. Oui, mais est-ce que si Jackson Pollock était là, par exemple, est-ce qu'il ferait ça avec cette technique-là? Tout à fait, et je pense qu'il le ferait, parce qu'on a un exemple contemporain qui s'appelle David Hockney. David Hockney est un peintre pop, il a peint beaucoup de toiles, d'huile sur toile, et aujourd'hui il ne fait plus que des peintures digitales sur iPad. Oui. Donc finalement, dans sa logique de peintre, c'est devenu... je pense que tous les peintres ont le même rapport avec cet outil-là, c'est-à-dire qu'on est troublé. C'est la technique qui permet... C'est quelque part la technique qui permet de poser de nouveaux paradigmes conceptuels en rapport avec un jeu de référence, pour revenir à ce que tu disais, qui est lié à une forme d'histoire de la peinture. Mais pour autant, est-ce du progrès ou pas? Alors, de mon point de vue, j'ai toujours dit, on m'a posé la question quand, dans les années 90, j'étais un des 5 premiers à utiliser Internet comme média artistique, et on a flambé très rapidement. On s'est retrouvé à la DX The Castle, on a fait plein de musées à travers le monde, parce que la nouvelle forme NetArt, etc. et tout. Enfin, pareil pour le post-internet. Le post-internet, par exemple. Oui, le post-internet, c'est ce que j'ai décrit avant. C'est John Raffman, Petra Kortreit, etc. Donc il y a plusieurs vagues. Voilà. Donc finalement, on s'aperçoit que la sauce a pris, parce que en tant qu'ancien net artiste, je pensais que c'était passé à la trappe, parce qu'il y avait eu un grand retour à la peinture, et bizarrement, ces dernières années, ça ressort, et il y a une mutation. Et donc... oui, je te laisse parler. Moi, je crois que ce que nous sommes en train de dire là pose bien la question des moyens de l'époque. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau à utiliser les moyens qu'offre son époque pour faire des œuvres d'art. Quand on a inventé la peinture à l'huile, eh bien on a peint avec la peinture à l'huile. Quand on a inventé la photographie, on a fait des œuvres avec la photographie. Et quand la photographie était digitale, on est passé au digital, exactement. Et ainsi de suite. Donc, je trouve qu'il y a une logique même à être, puisque l'on tente d'être contemporain, à utiliser les moyens de son époque, ou non. En tout cas, l'art aujourd'hui permet de se libérer de règles qui seraient imposées et de pouvoir définir, lorsqu'on est artiste, sa propre règle, ses propres moyens. Donc on peut utiliser les moyens qui sont à disposition de chacun de nous, les moyens offerts par les technologies modernes, ou bien on peut sculpter au burin, au ciseau, on peut dessiner à la plume, on peut faire, en fait, on peut faire absolument ce que l'on veut. Donc le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas parce que l'on utilise des moyens modernes qu'on est un artiste moderne, qu'on est un artiste contemporain, qu'on est un bon artiste, ou bien que ce que l'on fait est digne d'intérêt ou n'est pas digne d'intérêt parce que tout le monde peut le faire. Maintenant, tout le monde fait une photo avec son appareil photo numérique. Donc,
Voilà, est-ce que ça a un intérêt de faire un dessin avec un appareil photo numérique alors que tout le monde peut le faire? Eh bien, c'est là où ce que nous disions tout à l'heure, la réflexion doit être portée sur un autre terrain. Elle est sur le sens de cette proposition, sur la pertinence de cette proposition. Et à partir du moment où l'attitude d'un artiste par rapport à son propre travail a une pertinence dans ce rapport général au monde, je ne vais pas répéter tout ce que je disais tout à l'heure, mais qui permet de situer ce travail sur le champ de la réflexion contemporaine en art, et donc de l'art contemporain, eh bien à partir de ce moment-là, naît un intérêt. Cet intérêt peut être important ou pas. J'espère que pour toi, il sera très important. Et donc, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas maintenant s'arrêter aux objets, aux méthodes, aux techniques. Il faut regarder plus loin. Il faut regarder ce que cela met en jeu, ce que cela met en œuvre. Et là, on peut avoir peut-être une chance, parce que c'est un peu compliqué, il faut le dire, peut-être une chance de s'y retrouver et de comprendre de quoi est fait ce que l'on nous montre. Merci Marc, je pense que ça fait une parfaite conclusion. On va pouvoir envoyer le générique et passer aux questions. Bonjour, merci de votre intervention.